بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble des cours du module électronique général. Et on va commencer par chapitre numéro 1, les régimes continus et les théorèmes fondamentaux. Donc, toujours, on doit commencer par des définitions. Donc, nous avons, c'est quoi un dipôle? Un dipôle, c'est un composant de l'électronique possédant deux pôles, ou bien ce qu'on appelle deux bornes. Par exemple, vous avez les lampes, les interrupteurs, les générateurs, les piles, les diodes, les DEL, les résistances et les moteurs sont des dipôles. Maintenant, c'est quoi une branche? Une branche, c'est une portion de circuit électrique située entre deux nœuds consécutifs. Vous avez pour un nœud, c'est un point commun à au moins trois branches. Pour une maille, c'est un ensemble de branches formant un circuit fermé dans lequel chaque nœud n'est rencontré qu'une fois. Voici un exemple de circuit. Donc, vous avez que ce circuit possède quatre nœuds, notés grand A, grand B, grand C et grand D. Et vous avez quatre branches. On commence par la première branche. Vous avez le générateur. Donc, c'est un dipôle qui peut faire circuler un courant électrique dans un circuit. Pour le générateur de tension idéal et réel, on va commencer par le générateur de tension. L'idéal, il va délivrer une tension indépendante du courant débuté, c'est-à-dire U égale à E égale à une constante. Pardon. Nous avons toujours que cette tension, c'est la force électromotrice du générateur. Et toujours la résistance interne de notre générateur de tension idéal, elle est nulle. On passe maintenant pour un générateur réel. Il est modélisé par un générateur idéal en série avec sa résistance interne. En convention générateur, les symboles et les caractéristiques statiques tension-courant du générateur de tension idéal et réel devient U égale E moins R par I. Vous avez E, la tension d'entrée, la R, c'est la petite résistance, et le courant qui traverse la résistance. Mais vous avez que la résistance interne va induire une chute de tension. Voici un exemple de générateur de tension idéal. Dans ce cas, la tension de sortie U aux bornes de AB est égale à la tension d'entrée E. Voici un générateur de tension réelle. Donc, vous avez la tension d'entrée E, résistance petit r, le courant qui traverse la résistance, la tension U borne de AB. Dans ce cas, U égale E moins R fois I. Donc, ça, c'est un générateur de tension réelle. On distingue deux types de sources de tension. Vous avez une source indépendante ou bien autonome. C'est une source dont la valeur de la force électromotrice elle est constante et ne dépend pas du circuit. Deuxièmement, une source commandée, contrôlée ou bien liée, c'est une source dont la valeur de la force électromotrice dépend d'une quantité externe à la source. Par exemple, vous avez une tension ou une intensité du circuit. Si nous avons un générateur de tension idéal, c'est un exemple de dipôle polarisé. Si vous avez le courant positif P supérieur à 0, dans ce cas, la source de tension fonctionne comme générateur. Maintenant, si vous avez I négative et P négative, la source de tension fonctionne comme un récepteur. Deuxièmement, nous avons le générateur de courant idéal et réel. Un générateur de courant idéal, il va débiter un courant dont l'intensité est indépendante de la tension aux bornes du générateur. Dans ce cas, I égale à IS égale à une constante. La résistance interne d'une source de courant idéal, elle est infinie. Pour un générateur réel, on tient compte de sa résistance interne et on va le modéliser par une source idéale de courant en parallèle avec sa résistance interne, petit r. En convention de générateur, les symboles et les caractéristiques statiques, courant, tension du générateur de courant idéal et réel sont donc, dans ce cas, vous avez ici votre générateur de courant idéal, le courant I qui traverse le circuit est égal le courant IS d'entrée.
Donc, voici un générateur de courant réel. Dans ce cas, I égale à IS moins U divisé par R. Quand pour les sources de tension, on distingue les sources de courant indépendantes et les sources de courant commandées qui dépendent d'une grandeur électrique du circuit. Maintenant, quelle est la relation tension-courant? Donc, il existe une relation linéaire entre la tension U de T et le courant I de T dans un dipôle. Celui-ci est linéaire si nous avons que les relations entre ces grandeurs sont une résistance. Dans ce cas, la loi d'Ohm donne U de T est égal à R par le courant I de T, sachant que l'unité de la résistance est bien Ohm. Pour une inductance de la loi de Lenz, on tire U de T est égal à grand L, la dérivée de courant I de T par rapport à T. I de T, c'est 1 sur grand L, l'intégrale de la tension U de T dt. L, l'unité de la bobine, c'est en Henry. Le condensateur, nous avons I de T est égal à C par la dérivée de I de T sur dt. I de T est égal à 1 sur C, l'intégrale de I de T dt. L'unité tale condensateur, c'est farad. Troisièmement, si on va parler côté diviseur de tension et de courant, on va commencer par diviseur de tension. Le diviseur de tension, c'est un montage électronique simple permettant d'obtenir une tension proportionnelle à une autre tension. L'exemple de diviseur de tension le plus simple consiste à placer deux résistances électriques en série. D'accord? On passe maintenant au diviseur de courant. Donc, le diviseur de courant, c'est un montage électronique simple permettant d'obtenir un courant proportionnel à un autre courant. La plus simple représentation du diviseur de courant consiste à placer deux résistances électriques en parallèle. Voici notre montage dans ce cas. On passe maintenant aux théorèmes fondamentaux et on va commencer par le théorème de superposition. Si nous avons des sources de tension ou de courant indépendantes, dans ce cas, l'intensité du courant circulant dans une branche d'un circuit comportant plusieurs générateurs est la somme des courants dans cette branche, lorsque chaque générateur fonctionne seul et les autres étant éteints. La tension aux bornes d'un dipôle d'un circuit comportant plusieurs générateurs, c'est la somme des tensions aux bornes de ce dipôle lorsque chaque générateur fonctionne seul et les autres étant éteints. Voici un exemple d'application. Donc, vous avez E1, Z1, Z2 avec E2, U aux bornes de entre A et B et l'impédance Z par le courant grand I. Maintenant, si nous avons E1 éteint, on obtient le montage suivant. Pour E2 éteint, nous avons la forme suivante. Dans ce cas, le théorème de superposition, il va permettre d'écrire U égale U' plus U seconde et le courant I égale I' plus I seconde. Maintenant, on passe au théorème de Thévenin. Vous avez que tout circuit linéaire est équivalent à une source non idéale de tension. Cette source, elle est composée d'une source idéale de tension notée E Thévenin en série avec une résistance notée RTH. La résistance RTH modélise l'imperfection de cette source de tension. TH, bien sûr, c'est Thévenin, d'accord? Comment trouver le générateur de Thévenin? Il faut isoler le réseau, c'est-à-dire retirer tous les éléments qui ne font pas partie du sous-réseau pour lequel on désire connaître le générateur de Thévenin. Et on va remplacer les sources de tension par des courts-circuits et les sources de courant par des circuits ouverts. Troisièmement, on va calculer la résistance de Thévenin. C'est bien sûr la résistance équivalente du circuit. Quatrièmement, rebrancher les sources et annuler l'étape numéro 2. On termine avec l'étape numéro 5, c'est-à-dire on va calculer la tension de Thévenin. C'est la tension équivalente entre les deux bornes du réseau pour lequel on cherche le générateur de Thévenin. Maintenant, on va voir le théorème de Norton. Tout circuit linéaire est équivalent à une source non idéale de courant. Cette source est composée d'une source idéale de courant notée I indice grand N en parallèle avec une résistance notée R indice grand N. La résistance Rn modélise l'imperfection de cette source de courant. Maintenant, comment trouver le générateur de Norton? Premièrement, il faut pour déterminer la résistance, on annule toutes les sources du réseau numéro 1
et on détermine la résistance équivalente vue des autres bornes du réseau. Deuxièmement, pour calculer le générateur de courant équivalent, il suffit de calculer le courant de court-circuit circulant entre les deux bornes du réseau. Maintenant, on va voir l'équivalence Norton et Thevenin. Dans bien des cas, le générateur de Norton est plus complexe à déterminer que le générateur de Thevenin. C'est pourquoi il est bien souvent préférable de calculer le générateur de Thevenin et de le transposer en générateur de Norton. Pour cela, on applique la méthode de la transposition des sources. Donc, au lieu de résistance de Thevenin, générateur de Thevenin, vous aurez le schéma équivalent suivant. Maintenant, si on connaît la résistance de Thevenin, RTH, et on déduit la résistance de Norton, GN, par la relation suivante. Donc, la résistance de Norton, c'est l'inverse de la résistance de Thevenin. De même, si on connaît le générateur de Thevenin, ETH, et on déduit le générateur de Norton, IN égale la tension E de Thevenin divisée par la résistance E Thevenin. Troisième théorème, c'est bien ce qu'on appelle le théorème de Keneally. Le théorème de Keneally permet de passer d'un schéma en triangle à un schéma en étoile et inversement. On va commencer par la transformation triangle-étoile. Donc, vous avez pour R1 indice E égale, donc cette résistance, c'est bien R1T multiplié par R2T divisé par la somme de R1T plus R2T plus R3T. Donc, le triangle. Pour R2E, c'est R2 de T par R3T divisé par R1 plus R2 plus R3T. On termine avec R3E, donc c'est R1 par R3 divisé par R1 plus R2 plus R3T. Maintenant, si on va faire le deuxième type de transformation étoile-triangle, dans ce cas, on aura R1T égale R1E multiplié par R2E plus R2E par R3E plus R3E par R1E divisé par la résistance R2E. Pour R2T est égal R1E par R2E plus R2E par R3E plus R3E multiplié par la résistance R1E, le tout divisé par la résistance R3E. On termine avec R3T, donc est égal R1E multiplié par la résistance R2E plus la résistance R2E par R3E plus R3E par R1E, le tout divisé par R1, la résistance R1, indice E. Sixièmement, nous avons le théorème de Milan. Nous avons que le théorème de Milan s'applique à un circuit électrique constitué de N branches en parallèle. Et chacune de ces branches comprenant un générateur de tension parfait en série avec un élément linéaire, comme une résistance par exemple. Si on prend par exemple le montage ci-dessus, donc vous avez Z1 avec E1, Z2 avec E2, Z3 avec E3 jusqu'à Zn avec En, et la tension Vm à la sortie. Donc pour calculer la tension Vm, on va utiliser la formule suivante. Donc c'est le rapport E1 sur Z1 plus le rapport E2 sur Z2 plus le rapport E3 sur Z3 plus le rapport En sur Zn. Le tout divisé par 1 sur Z1 plus 1 sur Z2, donc la somme des impédances, l'inverse de l'impédance, 1 sur Z3 plus 1 sur Zn. On peut résumer que Vm égale la somme pour I variable 1 jusqu'à grand N de EI sur ZI, le tout divisé par la somme de I variable 1 jusqu'à grand N de l'inverse 1 sur ZI. Septièmement, nous avons le théorème du transfert maximal de puissance. Souvent, l'analyse de circuit est nécessaire pour déterminer la puissance fournie à une charge, antenne, haut-parleur, etc. On cherche maintenant à maximiser la puissance transmise à une charge. Plus le rendement du transfert de puissance est élevé, moins on perd de puissance en chaleur. Soit le circuit suivant en représentation de Thevenin, une charge RL est branchée à ce circuit. Donc, vous avez la tension E Thevenin, la résistance R Thevenin, la résistance RL. Et vous avez que la puissance consommée par la charge P, dans ce cas, est égale à la tension U par le courant I.
ou bien est égal à la résistance RL par le courant I au carré. Sachant que le courant I est égal E Thévenin divisé par la somme de résistance RL plus la résistance de Thévenin. Dans ce cas, on obtient la puissance égale la résistance RL multipliée par E Thévenin sur RL plus R Thévenin, le tout élevé au carré. Bien sûr, pour ce circuit, nous avons que la tension E de Thévenin et la résistance R Thévenin sont fixes. Et on cherche la valeur de RL qui permet de maximiser la puissance. Pour maximiser une fonction, il faut dériver et mettre égal à 0. Dans ce cas, la dérivée de la puissance par rapport à RL est égale à 0. Et on va solutionner pour obtenir que la résistance RL est égale à la résistance de Thévenin. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre régime continu et théorèmes fondamentaux, module électronique général. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.